perdu d'une guerre meurtrie. Le ciel devient rouge, stop à la guerre à l'Est Congo. Le Congo est notre droit, il faut qu'on s'élève contre patrie. Jusqu'à la mort, on veut la paix à notre beau pays où la terre est riche. Depuis je suis né, depuis des années de massacres et de violences. Tous également qui nous suivez sur internet par www.congolex.com, Congo Libre Expression. Je reçois pour vous aujourd'hui dans une émission spéciale Congo Libre Expression, Monsieur Étienne Tshisekedi Wamulumba, président... www.nouslescombattants.com. Au Afrique du Sud total, c'est le seul et l'unique. Militant de droits de l'homme ou être militant politique contre Mobutu pendant 30 ans n'est pas un projet de société. Chercher à instaurer l'état de droit, ce n'est pas un projet de société. Que M. Tshisekedi nous dise en quoi consiste son vrai projet de société. Qu'est-ce que vous leur répondez? D'abord, c'est une grande erreur de dire ce que vous venez de dire là. Dans une jungle comme le Congo, où c'était la loi du plus fort qui régnait, un parti qui veut instaurer un état de droit où règne la bonne gouvernance, la justice et toutes les valeurs de développement, dire que ce n'est pas un projet de société, alors il faut qu'on me dise alors qu'est-ce que ça veut dire le projet de société. Il n'y a pas un projet aussi noble que celui de l'état de droit, parce qu'à partir de maintenant, les générations futures ont un état. Ils savent qu'ils peuvent évoluer dans cet état librement, et si jamais il y a quelque chose, une arrestation ou quoi, c'est toujours conforme à la loi. Tout ça, c'est ça un grand projet de choses. Je ne vois pas ce qui peut dépasser ce projet-là d'un état de droit. C'est parce que justement, ils sont tellement habitués dans cette république bananière qu'ils ont là-bas du Congo, qu'ils ne pensent pas à l'importance d'un état de droit. Voilà pourquoi ils disent quelque chose comme ça. Je crois que c'est peut-être aussi votre devoir de pouvoir bien l'expliquer. C'est-à-dire que, mais cet état de droit va se poser sur quelle base? Par exemple, voilà, du point de vue militaire, du point de vue social, du point de vue économique, quels sont les éléments, les indicateurs qui vont permettre que le commun des mortels puisse comprendre que voilà, M. Tshisekedi en disant que nous voulons instaurer un état de droit, voilà ce que ça signifie. Mais justement, vous venez presque de le dire. Vous parlez de l'économie, des militaires, etc. Jusqu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, prenons le cas de notre armée chez nous. Est-ce qu'il y a un statut? On peut vous présenter un statut, théoriquement, toujours pour que l'extérieur dise que le Congo est ceci, le Congo est cela. Mais dans la pratique, qui respecte les statuts de militaires s'il y en a? Vous parlez de l'économie. Est-ce que notre économie est gérée conformément à quelque chose? Vous le savez vous-même. Tout ce qu'on appelle les contrats lyonnais dans les Katanga, c'est quoi? C'est un truc qu'on fait dans l'opacité la plus totale. On dirait une affaire entre personnes qui règlent leur compte, qui ne voient pas du tout l'intérêt du pays. Tout ça, c'est quoi? Parce que il n'y a pas le respect de la loi. La base d'un état de droit, c'est le respect de la loi. Il faut commencer par mettre la loi sur pied et conformément à cette loi, commencer à agir. Donc c'est ça l'état de droit. Et la bonne gouvernance, vous savez vous-même comment chez nous les choses sont gérées. C'est une notion qui n'existe pas, dont on ne tient pas compte. La bonne gouvernance est justement dans l'état de droit. Donc dès que l'état de droit est là, les Congolais peuvent se sentir vraiment à l'aise, surtout les hommes d'affaires, n'est-ce pas? Le climat des affaires chez nous est malsain. Vous savez comment il y a des sociétés qui ont investi beaucoup, des sociétés qui ont employé beaucoup de nos compatriotes. D'un matin au soir, on vient leur dire que le contrat est terminé, on a retiré. Et ces gens-là se retrouvent comme ça. Au moment où nous parlons, il y a des sociétés comme ça qui ont accusé le Congo devant le tribunal international d'arbitrage à Paris. Donc tout ça, c'est quoi? Manque de l'état de droit. Un chef se réveille le matin parce qu'il a un réveil, on ne sait pas quoi, il prend une décision. Comme ça, c'est ça la jungle qui a régné au Congo depuis l'indépendance. Ça, je répète que c'est depuis Mobutu que ça existe, ça. Et donc, c'est pour ça que les livres de presse
tient absolument à instaurer un état de droit. Celui qui n'a pas compris ça, c'est un homme qui sort d'une certaine anarchie dont il a la culture et ne comprend pas ce que ça veut dire un état de droit. Avec tout ce que vous venez de décrire, quelles seront les mesures que vous allez prendre en priorité pour régler la situation? Et des deux, dans cette situation que vous avez décrite, que vous venez de décrire, mais il y a quand même des gens qui se sont servis dans une certaine mesure, même depuis l'époque avant le pouvoir en place actuellement. Quelles sont les mesures que vous allez mettre en place? Il y aura chasse aux sorcières? Est-ce qu'il y aura de la justice, par exemple, en ce qui concerne les biens mal acquis? Ou qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour, disons, dans ce volet économique? D'abord, je ne sais pas si vous avez compris l'importance d'un état de droit pour les affaires, donc pour l'économie. Jusqu'ici, les vraies sociétés, les grandes sociétés n'ont pas investi au Congo. Il y en a quelques-unes, mais la plupart, ce sont des mafieux qui viennent faire leur aventure au Congo. Et vous verrez que quand l'état de droit est établi, maintenant qu'il y a garantie pour tout le monde, vous verrez comment, presque du monde entier, les gens vont courir pour venir investir au Congo. Ça, c'est déjà très important, ça. Il faut comprendre, avoir ces notions-là pour savoir l'importance de ça. C'est ça la base. C'est ça qu'on appelle le climat des affaires. Donc, une fois ceci fait, l'essentiel est fait. Le reste, ce sont on peut toujours voir comment on organise, seront des domaines qu'on fait. Ça, il n'y a pas un problème à dire d'avance. Et je ne peux pas dire d'avance non plus si il y aura une chasse aux sorcières et tout ça. Ça, ce sont des termes qui me font peur. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières dans un état de droit. Mais alors, tout celui qui sait qu'il a contrevenu contre la loi, celui-là sera poursuivi par la justice. Mais ce n'est pas une chasse aux sorcières, c'est la justice, parce que c'est ça l'état de droit. Il faut respecter la loi de la République. Ça, c'est tout le monde. Tout le monde doit se soumettre à la loi. C'est ça que j'ai dit. Il ne faut pas que ce soit les uns qui se soumettent, d'autres qui sont au-dessus de la loi. Justement, comme nous l'avons vu jusqu'ici. La nuance à ce niveau-là. Et ceux qui ont fait les choses avant se soumettront à la nouvelle loi, ou bien pour vous ça commence à partir du moment où vous êtes au pouvoir, que ceux qui vont contrevenir à la loi, ceux-là seront punis, mais que ceux qui ont fait des méfaits par exemple avant, ceux-là, bon, ils sont peut-être épargnés. C'est pourquoi j'ai parlé de la chasse aux sorcières. Mais je crois qu'il faudra à ce moment-là voir d'esprit. Il est important, il y a un événement qui s'est passé chez nous. Comme toujours, comme les Congolais ne sont pas attachés justement à la notion de la loi ou du droit, ils n'ont pas saisi cette notion-là. Nous avons connu en 1992 la conférence nationale souveraine. C'était un événement historique, cette chose-là. Les Congolais eux-mêmes, personne n'était venu de l'extérieur, se sont réunis, ils ont fait des journées, ils ont discuté sur tout, dans tous les sujets du pays. Et ils ont pris des décisions. Ils ont décidé, entre autres, ce que vous venez de dire là, le problème du bien mal acquis. Mais des choses pareilles, c'est ça la société. Il faut corriger la société congolaise. Mais ne pas dire nous allons partir d'aujourd'hui. Alors tout ce qui ont fait le mal passé là, tout ça c'est resté dans le cerveau, surtout des jeunes. Il faut qu'il y ait une punition pour qu'on sache que celui qui contrevient à la loi, il doit être puni conformément à la loi. Ça doit entrer dans notre culture. Et pour la jeunesse, c'est important pour l'avenir du pays, pour qu'on sache que personne ne peut se conduire comme il entend au Congo. Il y a des lois qu'on doit respecter. Et c'est pour ça que ce n'est pas impossible que notre Parlement, nous aurons un Parlement, et remettre en chose, en question, et remettre plutôt sur la table les problèmes tels qu'ils étaient posés par la Conférence nationale souveraine et les décisions telles qu'elles étaient posées par la Conférence nationale souveraine. Et ça, vous n'allez pas appeler ça chasse aux sorcières, non. Ça, c'est au contraire nettoyer notre cour pour que, dorénavant, il n'y ait plus de saleté. Comptez-vous justement faire respecter les territoires nationaux congolais et surtout quelle attitude allez-vous adopter vis-à-vis de nos voisins? D'abord, qui dit sécurité pense à l'armée et à la police.
Ça, ce sont des priorités de mon programme. On commencera par mettre sur le pied une vraie armée. Vous savez que ça n'existe pas depuis l'indépendance. Une vraie armée n'existe pas depuis l'indépendance. Une vraie police n'existe pas depuis l'indépendance. Donc c'est l'État de droit qui va maintenant instaurer une vraie armée, une vraie police nationale. Ça, il faut d'abord faire ça. Ces deux institutions ont la responsabilité d'assurer la sécurité de biens et de personnes sur l'ensemble du territoire national. Il suffit qu'il y ait cet état de droit et moi à la tête pour que, je crois, tous les malfaiteurs et les mafieux de tous ordres qui sont dans le pays, vous allez entendre, ils vont sortir d'eux-mêmes, ils vont fuir le pays. Ils vont laisser l'ordre au Congo. Donc, de sorte que le désordre qui est chez nous, que nous plaignons chez nous, les viols des femmes à l'Est et tout ça, ça se termine automatiquement dès que mon élection a lieu. Parce qu'on sait que c'est l'ordre maintenant qui va régner au Congo. Tous ceux qui jouaient et qui s'amusaient avant, leur temps aura sonné. Donc, voilà en ce qui concerne la sécurité, voilà le problème numéro un, c'est les deux institutions-là, l'armée et la police. Alors, quant aux voisins, nous avons des institutions sous-régionales, et régionales et continentales, qui sont déjà au moment où nous parlons réglées par des lois, par des règlements. Et comme nous sommes un État de droit et respectueux des lois et tout ça, nous allons commencer d'abord par respecter ce qui est écrit, car nous sommes, les voisins sont dans ce que nous appelons la région du Grand Lac. Et il y en a qui s'appellent ça la région de l'Afrique centrale. Tout ça, ce sont déjà un début d'institutions qui s'installent et, comme j'ai dit, qui sont régies par des règles, par des règlements que nous allons respecter. On va commencer d'abord par les respecter en tenant compte que nous devons sauvegarder à tout moment les relations de bon voisinage avec les voisins. Le Congo s'est trop empêtré dans des conflits armés, toujours avec... Nous n'avons plus le temps. Le Congo doit maintenant rattraper les 50 ans de retard qu'il connaît à cause de tous ces désordres-là pour ne pas s'occuper des conflits. Nous allons tout régler, être en paix avec tous nos voisins, au contraire même, avoir avec ces voisins Nous avons par exemple le lac Kivu, nous avons des richesses là-dedans, mais qui se trouvent entre nous et les pays voisins. Nous allons pouvoir exploiter certaines richesses ensemble avec ces États. Ça suppose que nous devrons commencer par avoir de bonnes relations avec ces États-là. Et après, nous allons voir comment régler les problèmes de gestion même commune de certaines infrastructures qui vont devoir s'imposer. Donc, en règle, en résumé, nous allons veiller à avoir des relations de bon voisinage avec tous nos voisins. Pas plus tard que quelques jours, votre conseiller politique, en tout cas au cadre de l'IDPS, pour ne pas le citer, M. Valentin Moubaké, doutait de la nationalité d'autres candidats ou d'autres personnes qui sont, disons, dans la course à la présidence de la République. Vous-même, vous cautionnez cela ou comment appréciez-vous une telle situation? Mais la situation est exacte au moment où nous parlons. Presque la majorité de ceux qui sont au pouvoir au Congo ont une double nationalité. Donc voilà une notion encore essentielle dans l'existence d'un État. Au dialogue intercongolais, nous avons insisté là-dessus, sur deux opérations qu'il fallait faire. D'abord, l'identification du Congolais, savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas. Après, toute cet oïboyu qui a régné au pays pendant 50 ans, il fallait quand même qu'on voit clair qui est fils du pays. Parce que dans tous les pays du monde, personne ne peut venir, un étranger venir exercer les droits des citoyens chez nous. C'est normal. Donc, identification
des Congolais. Deuxième opération qu'il fallait faire, le recensement de la population. Depuis l'indépendance, nous ne savons pas combien nous sommes. On dit toujours, aujourd'hui 65 millions, demain 70 millions, 75 millions. Personne ne sait ce que nous sommes. Voilà des choses par lesquelles il faut commencer pour parler de l'existence d'un État. Donc, ceci étant fait, ce qui pour le moment peuvent être des étrangers, voter, tout ça, mais nous n'y pouvons rien parce que nous n'avons pas de pouvoir. Mais soyez sûrs, dès que l'UDPS est au pouvoir, les choses seront très claires là-dedans. Un étranger ne peut pas venir chez nous pour s'appeler citoyen et faire ce qu'il veut. Nous allons mettre de l'ordre dans ce sens-là. Et comme nous en parlons, il y a le problème de la nationalité. Voilà la position de l'UDPS sur ce côté-là. La nationalité, d'abord, est quelque chose de très cher. C'est ça qui fait, entre autres, la fierté d'un pays ou d'un citoyen quand il veut entreprendre certaines choses. Nous allons considérer que les Congolais qui ont déjà reçu la nationalité étrangère, ils vont la garder. Mais à partir d'un certain moment, ça sera fini. Il faudra mettre fin à ça. Nous allons, dans les dispositions constitutionnelles, laisser la double nationalité à ceux qui l'ont déjà, parce que beaucoup ont des raisons, parce qu'ils avaient été chassés, ils ont été exilés du pays, ils ont des choses diverses, et pour des raisons diverses, ils devaient avoir une nationalité dans le pays d'asile pour quand même beaucoup de raisons. Alors, devant cette nécessité-là, maintenant la nécessité n'existe plus, ils gardent cette nationalité, mais à un certain moment, disons au moment où notre constitution va entrer en vigueur, c'est fini, il n'y a personne qui peut être accepté au Congo avec une double nationalité. Donc voilà ce que nous croyons faire au moment où nous allons diriger les affaires. Vous allez préconiser en fait une nationalité limitée dans le temps en ce qui concerne beaucoup plus ceux qui sont partis à l'époque de la dictature jusqu'à ce jour peut-être, ou jusqu'au jour de votre Non, je reconnais la double nationalité à tous ceux qui ont été forcés de s'exiler à l'étranger. Donc, je reconnais ils ont raison d'avoir cette double nationalité. Ils peuvent la garder pour ceux qui veulent y renoncer. Ça, c'est leur affaire. Mais à partir de la date instituée par notre constitution, c'est terminé. La nationalité congolaise, c'est quelque chose de très cher, elle devient exclusive. Il n'y a pas question d'être congolais d'un côté et puis de l'autre côté d'être autre chose. Et dans la diaspora, il y a également une frange des forces armées de la République démocratique du Congo, en général des gens qui ont fait le service militaire ou qui ont été également poussés à l'exil. Et certains d'entre eux, je ne sais pas trop bien s'ils sont réellement militaires ou il y en a qui sont dans la mouvance combattant. Et dans vos différents déplacements, on voit ces gens-là venir vous faire des honneurs. Et comment vous vivez une telle situation et surtout, est-ce que cela ne risque pas dans une certaine mesure de porter atteinte à l'homme de droit que vous êtes en recevant les honneurs de personnes qui sont des exilés militaires dans une certaine mesure? Non, pas du tout. Ils veulent seulement montrer d'abord qu'ils sont congolais, parce qu'ils ont l'uniforme, tout ça, de notre armée, tout ça. Ils veulent montrer leur attachement au changement. Ils font tout ça aux leaders du changement pour dire que dès que l'État des droits est là-bas, la majorité, c'est pas la totalité, ils vont revenir chez nous. Il y en a qui mènent une vie ici d'esclaves, ils vont revenir chez nous. Pour ceux qui ont l'âge, conformément au statut que nous allons instituer, les statuts encore une fois de l'armée, notre statut à nous, pas la mascarade actuelle. Une fois fait ces statuts, parmi les anciens militaires, il y en a qui ont eu une formation vraiment de vrais professionnels. Conformément au statut que nous allons instaurer, ils vont regagner l'armée. Et puis, à renforcer cette armée, nous avons besoin justement des gens qui ont fait l'expérience, que ce soit professionnel ou théorique au niveau des écoles, académies militaires étrangères ou au niveau pratique. Donc nous aurons besoin des éléments très chers de ce côté-là. Quelle position, vous êtes un dictateur? Enfin, j'ai foi, tout simplement, j'affirme ma foi. Quand j'ai dit dès le début de 1982, 81 que
j'ai commencé la lutte pour l'état de droit des choses. Donc en restant fidèle à ma foi, à ma conviction, j'ai été dictateur. Non. C'est ça justement l'attitude d'un homme qui parle de ce dont il est convaincu. Beaucoup de gens y voient un calcul politique. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, ça c'est beaucoup de gens. Moi je ne suis pas ces gens-là. Ça sont beaucoup de gens qui voient ça. Ça c'est leur affaire. C'est le droit de voir des choses comme ils entendent. Mais moi je ne vois pas des choses comme ça. Rappelez-vous que quand Mobutu était malade, mon grand ennemi qu'on appelait Mobutu, mon ennemi et tout ça, quand Mobutu était malade au Cap Martin, j'ai été le voir je crois qu'en 93, je ne sais plus très bien les choses. Je suis allé le voir, j'ai quitté Kinshasa, j'ai allé à Cap Martin, j'ai visité le président Mobutu. Voilà, un compatriote en souffrance. Quand je le peux, il faut que je lui assiste pour l'aider, l'encourager dans sa maladie. Ceux qui voient les calculs politiques, ça c'est leur droit, mais ça me regarde pas. On file tout droit vers la fin de notre entretien, M. Etienne Tshisekedi. Dans tout votre parcours politique, quel est l'élément qui est votre motif de fierté? L'arrivée à maturité du peuple congolais pour se prendre en charge, pour finalement décider de son sort. Avec les potentialités d'un Congo tel qu'il est, 50 ans, nous aurons pu être très loin. Or, maintenant, vous le savez, nous sommes les derniers, justement, des plus pauvres d'Afrique. Et c'est ça mon grand regret. Mais, je crois beaucoup dans cette maturité des Congolais. Je crois que demain, avec ces Congolais-là, nous allons nous donner un mot d'ordre, c'est de rattraper ce retard dans 10 ans. Et y a-t-il un moment dans votre carrière politique où vous vous êtes dit, c'est fini, je renonce? Bon, je ne sais pas, ça peut m'arriver aussi un peu intérieurement que je dis ça, parce qu'il y a des moments très difficiles que j'ai traversés, mais heureusement que ça ne dure pas longtemps, je reviens toujours à ma détermination. Et si on vous demandait de qualifier votre peuple par un adjectif, ça serait lequel? Le Congolais, c'est un peuple fier. Donc on entend donc fierté. Voilà, donc chers compatriotes, j'avais pour vous M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, président de l'UDPS. Je sais souvent que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Et bien, si vous avez des critiques, des suggestions par rapport à notre entretien, je suppose que c'est pas la dernière fois que nous aurons M. Etienne Tshisekedi. On pourra toujours les transmettre. Merci à vous tous de nous avoir suivis et je laisse à M. Etienne Tshisekedi le dernier mot pour clôturer cette émission. Le dernier mot est tout simplement celui-ci. Tout Congolais qui m'entend et qui est conscient des souffrances que nous avons connues depuis l'indépendance, c'est qu'il a maintenant l'occasion unique que le changement auquel il aspire est arrivé.